Bien le bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Jusqu'ici, on a vu des choses franchement pas compliquées, mais je vous préviens, à partir de maintenant, la difficulté va monter crescendo. Alors posez-vous bien, soufflez un bon coup, et on est parti. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un petit morceau bien croustillant qui va nous permettre de faire plein de nouvelles choses. On va parler des structures de contrôle. Ouais, c'est pas faux. Dit comme ça, c'est pas vraiment parlant. Les structures de contrôle, ça va regrouper deux éléments méga importants. Les structures conditionnelles, les conditions, et les structures itératives, les boucles. On va commencer par voir les conditions. Un programme tel qu'on le connaît jusqu'à maintenant va effectuer ses instructions les unes à la suite des autres dans l'ordre dans lequel elles sont écrites du début à la fin. Pour bien se représenter la chose, dans cet exemple, le programme va créer une variable nombre, il va ensuite afficher un message, récupérer ce que l'utilisateur va écrire et le stocker dans la variable, et enfin afficher son dernier message. Les structures conditionnelles vont permettre au programme de lui donner des choix d'exécution en fonction de certaines conditions prédéfinies. Alors, c'est pas non plus une IA qui va penser par elle-même et va décider d'éradiquer l'humanité, mais on va pouvoir définir que dans tel cas, le programme va faire ça, dans tel autre cas, il va faire autre chose, etc. En gros, il va adapter son comportement en fonction de l'échange qu'il va y avoir entre lui et l'utilisateur. Pour pouvoir effectuer l'action qu'on attend de lui, le programme va devoir déterminer dans quel cas il se trouve. Pour ça, on va lui demander de comparer des valeurs, et par rapport au résultat de cette comparaison, l'action à effectuer. Pour faire ces comparaisons, on va se servir de comparateurs. Oui, le nom est plutôt bien trouvé. Les comparateurs et leurs symboles sont les suivants. Strictement supérieur, strictement inférieur, supérieur ou égal, inférieur ou égal, différent de, égal. Vous vous souvenez quand on avait parlé de l'affectation, je vous avais dit qu'il fallait pas lire que la variable était égale à la valeur, mais qu'on lui affectait la valeur. Ben la raison la voilà. Lire la variable est égale à la valeur, c'est en fait une comparaison avec le comparateur égal. Ces comparateurs sont à connaître par cœur car ils sont un outil essentiel aux structures conditionnelles, dans le sens où ce sont eux qui vont définir la condition. La première condition dont on va parler, c'est la condition si. Dans les MMORPG, on peut être amené à faire des donjons pour aller y trouver des armes, des armures, des matériaux, etc. Sauf que parfois, pour pouvoir y entrer, il faut avoir atteint un certain niveau. Pour schématiser ce cas, on peut voir les choses comme ça. Il va d'abord y avoir une vérification du niveau. Si le niveau est atteint, alors le personnage peut entrer. Sinon, il n'entre pas. On va pouvoir traduire ça en C++ grâce à la condition si dont on va voir la syntaxe ensemble. Vu qu'on va faire une comparaison avec le niveau, on va commencer par déclarer la variable niveau. On va ensuite afficher un message nous demandant quel niveau on est pour pouvoir introduire le fait de taper le niveau, ce qui va nous permettre de faire différents tests. Et ensuite, on a la structure conditionnelle si. Dans ce langage, comme tout ce qui est de base s'écrit en anglais, on ne va pas écrire si, mais on va écrire if. Ensuite, entre parenthèses, on va mettre la comparaison. Pour cet exemple, niveau strictement inférieur à 30. Il est donc assez simple de lire la ligne si niveau est strictement inférieur à 30. Si on est dans ce cas-là, on va alors lui demander d'effectuer une série d'instructions. Pour introduire la série d'instructions à effectuer, on va les mettre dans des accolades. Ici, on va simplement afficher un message qui nous dit comme quoi on est trop faible. Et maintenant, si on est level 30 ou au-dessus, eh bien c'est l'autre cas qu'on va introduire avec un sinon. En anglais, else. Si on est dans ce cas, on va également lui donner une série d'instructions à effectuer, qu'on va placer entre accolades pour bien lui faire comprendre que ce sont des instructions à effectuer. On va relire un petit coup en français. Ça nous donne si niveau est strictement inférieur à 30, alors tu vas afficher ce message, sinon tu affiches l'autre message.
On va tester ça en entrant d'abord une valeur inférieure à 30 pour faire afficher le message qui nous dit qu'on est trop faible. Et on va relancer le test en mettant cette fois une valeur supérieure ou égale à 30 pour faire afficher l'autre message. Par rapport à ce qu'on disait au tout début de la vidéo, on voit maintenant que les programmes ne vont plus forcément exécuter toutes les instructions qu'on leur a données. Il va néanmoins falloir y penser pour pouvoir dire au programme comment réagir dans toutes les situations possibles. Vous avez trouvé ça compliqué ? J'espère que non, parce que maintenant, si je vous disais qu'on peut compliquer les choses en imbriquant une autre condition dans celle-ci. Pour reprendre l'exemple, le donjon doit être accessible au-dessus du level 30, ok, mais maintenant, si on rajoute le fait qu'il ne faut pas dépasser le level 40. On va donc pouvoir ajouter une condition si au niveau du sinon pour faire un sinon si. On va reprendre le code précédent pour s'en servir de base. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler le sinon pour pouvoir y intégrer notre nouvelle condition. On va donc écrire else if, sinon si. Comme précédemment, on va ajouter la comparaison entre parenthèses et les instructions à effectuer si on se trouve dans ce cas-là entre accolades. Dans ce cas, étant au-dessus du level 40, on dira qu'on a un niveau trop élevé. En reprenant en français, on aura donc « Si notre niveau est strictement inférieur à 30, alors on va nous afficher un message comme quoi on est trop faible. Sinon, si notre niveau est supérieur ou égal à 40, à ce moment-là, on aura un message qui nous dit que notre niveau est trop élevé. Sinon, sous-entendu, on n'est pas en dessous du level 30 et on n'est pas non plus au-dessus du level 40, donc on est compris entre les deux. À ce moment-là, un message apparaît nous disant qu'on peut entrer. Ça va, vous suivez toujours ? Et maintenant, si je vous disais qu'on peut encore plus compliquer les choses en imbriquant des conditions à l'infini. On peut rajouter le cas où on est level 28, le cas où on est level 29, le cas où on est level 40. Bon, je pourrais continuer longtemps comme ça, mais vous avez compris le principe. Et on peut voir que même si on multiplie le nombre de cas possibles, le programme, lui, va se retrouver dans un seul cas et ne va donc effectuer qu'une seule série d'instructions. Bon, rassurez-vous, même si cette méthode fonctionne, il faut quand même reconnaître que c'est super moche. La bonne nouvelle, c'est que dans des cas plus simples, il existe une condition qui va reprendre ce principe, mais en beaucoup plus joli. La condition switch. Cette condition va permettre de lister les cas possibles de valeurs précises et, suivant le cas, de faire une action. Admettons pour continuer l'exemple que pour entrer dans le donjon, il faut obligatoirement être un groupe de 4 joueurs. On va donc déclarer la variable groupe. On va ensuite donner un contexte qui va nous permettre de récupérer des valeurs pour la variable groupe. On attaque ensuite la structure switch. On commence par l'appeler. On va ensuite mettre entre parenthèses la variable qu'on va regarder. Ici, ça va être la variable groupe. Et on va entrer une série d'instructions. On va donc les mettre entre accolades. Je vous ai dit que les instructions qui vont être effectuées par cette structure vont être en fonction des cas. On va donc les écrire. Cas en anglais, c'est case. On va donc écrire case et la valeur que pourrait avoir la variable groupe. Les cas possibles ici étant 1, 2, 3, 4, on va commencer par le cas où la variable aura pour valeur 1. Dans ce cas, on va afficher un message qui nous dit qu'on est tout seul et qu'il faut qu'on trouve des amis. On va finir ce cas en écrivant break. C'est pour faire comprendre à Switch de ne pas explorer les autres cas, qu'on a celui qu'on veut et qu'on peut donc sortir de la structure pour passer à la suite. Sur le même principe, on va écrire les cas où groupe vaudra 2, « 3, et 4. Et enfin, comme dans la structure si, il va y avoir une sorte de sinon qui va être écrit default, qui va être, comme son nom l'indique, la série d'instructions à effectuer
par défaut si on n'est dans aucun des autres cas décrits au-dessus. On est d'accord que c'est quand même vachement plus agréable à lire et à comprendre. Tout à l'heure, j'ai dit que switch était utilisé pour des cas plus simples parce que cette condition a deux défauts majeurs. Le premier, c'est qu'elle ne permet de tester que l'égalité. Quand on écrit case 1, il faut lire en fait si groupe est égal à 1. Si on veut avoir un cas plus général où par exemple la valeur de groupe est supérieure à 2, à ce moment-là, il faudra utiliser la condition if. Le deuxième inconvénient, c'est que switch ne peut faire ses tests qu'avec des nombres entiers ou des caractères. Switch n'accepte donc que les variables de type int ou char. Tout le reste, ça on veut pas. Ça limite vachement les options, c'est pour ça qu'on va l'utiliser dans des cas simples et précis. Je sens que c'est encore trop simple pour vous. Eh bien on peut aller encore plus loin. On peut multiplier les tests à l'intérieur d'un if à l'aide de 3 opérateurs logiques. Le premier c'est et. Pour effectuer l'instruction, il faudra remplir toutes les conditions liées par cet opérateur. Il y a ensuite ou. Pour pouvoir effectuer l'instruction, il faudra à minima que l'une des comparaisons soit vraie. Quand je dis à minima, ça signifie soit l'une, soit l'autre, soit les deux. Le dernier opérateur, c'est non. Celui-là permet de tester l'opposé de la valeur de la variable. Par exemple, une variable booléenne groupe dont la valeur est true, on peut traduire ça en français en lisant « il est en groupe ». Si on écrit « if non groupe », cela revient à dire « si groupe est non vrai », sous-entendu s'il n'est pas en groupe. Maintenant qu'on sait tout ça, on peut reprendre l'exemple des conditions pour entrer dans le donjon et écrire ça un peu plus proprement. Pour résumer les conditions, on sait qu'il faut que notre level soit compris entre 30 et 40, 40 exclus, et qu'il faut être en groupe de 4 personnes. On va donc commencer par déclarer nos variables. On va avoir groupe de type booléen, pour savoir si on est en groupe ou pas. Une variable réponse qu'on va déclarer en tant que string, qui nous permettra d'enregistrer la réponse qu'on va taper. Une variable de type int qui va nous servir à enregistrer le nombre de membres du groupe. Et enfin, notre variable niveau. On peut faire les choses dans l'ordre qu'on veut. Personnellement, j'ai choisi de vérifier d'abord si on était en groupe. Imaginons que le donjon a un gardien et il va nous poser des questions afin de savoir si on remplit toutes les conditions pour pouvoir rentrer dans le donjon. On va commencer par afficher un message nous demandant si on fait partie d'un groupe. On va ensuite récupérer la réponse et l'enregistrer. Comme il y a deux types de réponses possibles, en gros si on a répondu oui ou pas, on va mettre en place un if pour pouvoir explorer les deux possibilités. On va écrire if, réponse égale oui, en gros si on a répondu oui. Dans ce cas, les instructions à effectuer vont être de faire passer la valeur de groupe à true, sous-entendu on est en groupe, et vu qu'on est en groupe, le gardien va demander combien il y a de membres dans ce groupe. Et bien sûr, on récupère la réponse et on l'enregistre dans la variable prévue à cet effet. On enchaîne avec le sinon, sous-entendu si on n'a pas répondu oui. Pour l'instant, on va juste dire que groupe prend pour valeur false, sous-entendu on n'est pas en groupe. On se retrouve maintenant dans deux cas. Soit on est en groupe, soit on n'est pas en groupe. Pour explorer les deux possibilités, on va remettre en place un if. Explorons d'abord le cas où on est en groupe. On va donc écrire if groupe égale true. Si on est en groupe, on sait que le gardien veut savoir combien de membres il y a dans ce groupe. Il y a donc 4 possibilités de réponse, 2, 3, 4 ou n'importe quoi d'autre. Sachant que les valeurs des possibilités sont très précises, sont des nombres entiers et qu'elles sont relativement nombreuses, on va pouvoir mettre en place un switch qui va utiliser la variable membre groupe. Commençons par le cas où on a répondu qu'on était 2 dans le groupe. À ce moment-là, le gardien va nous dire qu'on n'est pas assez, qu'il nous manque 2 personnes. Vient ensuite le cas où on a répondu qu'on était 3 dans le groupe. À ce moment-là, le gardien va juste nous préciser qu'il nous manque quelqu'un. Le cas est le bon où on a dit qu'on était 4 dans le groupe.
Remplissant cette condition, il va nous demander notre niveau pour savoir si on remplit la dernière condition. Niveau qu'on va taper et qu'on va enregistrer. Comme c'est la dernière condition, on va en profiter et la vérifier tout de suite. On avait vu tout à l'heure comment vérifier que notre niveau était compris entre 30 et 40 avec des if imbriqués. Ici, on va les fusionner grâce à l'opérateur et. On va donc écrire if niveau supérieur ou égal à 30 et niveau strictement inférieur à 40. Et si c'est vrai, le gardien va nous dire qu'on remplit toutes les conditions et qu'on peut rentrer. Pour que ce soit clair, la condition du if contient deux comparaisons. Elles sont liées par l'opérateur et pour que le gardien nous dise qu'on peut rentrer, il faut obligatoirement que les deux comparaisons soient vraies. Sinon, sous-entendu, si l'une des comparaisons est fausse, ou les deux, le gardien confirmera qu'on est assez nombreux, mais que ce qui pose problème, c'est notre niveau. Et enfin, le dernier cas, si on a répondu 0, 1 ou 12 millions pour le nombre de personnages dans le groupe, à ce moment-là, le gardien nous dira qu'on lui raconte n'importe quoi. Donc ça, c'était entre guillemets le sinon du switch. Tout ça, c'était le cas où on est en groupe. Il nous reste donc à écrire le sinon. Si on n'est pas en groupe, à ce moment-là, le gardien nous dira « Reviens quand tu seras en groupe ». On peut maintenant préparer une checklist des valeurs à tester pour vérifier que le programme répondra correctement dans tous les cas de figure. Et on va tester tout ça. On va d'abord commencer par le fait d'être en groupe ou pas. On va ensuite tester différentes valeurs pour le nombre de personnes du groupe. Et enfin, on va tester différentes valeurs pour le niveau. Et voilà, impeccable, notre programme fonctionne super bien. Alors oui, j'en vois venir certains qui me diront que la variable groupe était inutile et qu'on aurait pu tout mettre dans le if de départ par rapport à la réponse qu'on donne initialement. Ce qui est complètement vrai. Je vous invite d'ailleurs à essayer, ça vous fera un petit exercice. Personnellement, j'ai choisi de les dissocier pour que le programme soit plus simple à lire et à comprendre. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous avais prévenu, on commence à attaquer des notions de plus en plus sympas, mais également de plus en plus compliquées. Si vous avez un doute sur cette vidéo, n'hésitez pas à la re-regarder et à faire plein de tests de votre côté pour être sûr de bien avoir compris les conditions. J'avais dit au début de la vidéo que les structures de contrôle avaient deux constituants. Aujourd'hui, on a vu les structures conditionnelles. La prochaine fois, on verra les structures itératives. Donc préparez-vous bien parce que la prochaine fois, ça va encore être un gros morceau. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt!